Après cela, l'hiver continua son petit bonhomme de chemin. Les empreintes dans la cheminée firent renaître, du moins pour un temps, la foi d'Élie dans le Père Noël. Gage déballa ses cadeaux avec toute la solennité requise, en s'interrompant de temps en temps pour mâchouiller un morceau de papier d'emballage particulièrement appétissant. Et cette année-là, les enfants furent deux à décider au bout de quelques heures que, tout compte fait, les cartons et les boîtes étaient nettement plus amusants que les jouets qu'ils avaient contenus. Le soir du jour de l'an, les grandes dalles vinrent déguster avec eux l'eggnog confectionné par Rachel. Louis, intrigué par l'aspect de Norma, l'examina à la dérobée. Cette pâleur, cette peau diaphane lui rappelait de sombres souvenirs. Sa grand-mère aurait dit que Norma déclinait, et elle n'aurait sans doute pas eu tort. Ses mains déformées par l'arthrite étaient à présent constellées de taches hépatiques qui semblaient avoir fait leur apparition du jour au lendemain, et ses cheveux paraissaient avoir perdu de leur volume. Les grandes dalles se retirèrent sur le coup de 10 heures, et la famille Creed passa le reste du réveillon devant la télé. Ils ne devaient plus jamais revoir Norma chez eux. Il fit un temps pluvieux et morose pendant presque toute la durée du congé semestriel de Louis. Le dégel précoce avait un bon côté, puisqu'il leur faisait faire des substantielles économies de chauffage, mais cette grisaille continuelle n'en était pas moins démoralisante. Louis tua le temps en bricolant dans la maison. Il posa des étagères et des placards de cuisine pour Rachel, monta une maquette de Porsche pour son propre compte, et le 23 janvier, jour de la rentrée, c'est avec plaisir qu'il reprit le chemin de l'université. Une semaine après la reprise des cours, la grippe arriva enfin sur le campus. L'alerte fut même passablement chaude. Louis était tellement débordé qu'il lui arrivait fréquemment de travailler des 10 à 12 heures d'affilée. Il rentrait chez lui exténué, mais pas vraiment malheureux. Le 29 janvier, la vague de temps doux s'acheva et l'hiver reprit brutalement ses droits. Une tourmente de neige s'abattit et une semaine durant, la température oscilla aux alentours de -20. Louis était en train d'examiner un bras cassé dont le propriétaire, un étudiant, s'obstinait, en dépit de toute raison, à espérer qu'il pourrait tout de même participer au championnat de baseball du printemps, lorsqu'une des infirmières bénévoles entrebâilla sa porte pour lui annoncer que sa femme le demandait au téléphone. Louis alla prendre l'appel dans son bureau. Rachel pleurait à l'autre bout du fil, et aussitôt une inquiétude affreuse lui poigna le cœur. « C'est Ellie, se dit-il. Elle est tombée de sa luge, elle s'est cassé le bras, peut-être même qu'elle a une fracture du crâne. » L'image des 6 trompe-la-mort ivres sur leur toboggan lui traversa l'esprit, et son inquiétude monta encore d'un cran. « Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à un des petits ?» interrogea-t-il. « Rachel !»« Non, non, répondit-elle en sanglotant de plus belle. Les enfants n'ont rien, Lou. C'est Norma Grandal. Elle est morte ce matin vers 8 heures. Elle venait à peine de terminer son petit déjeuner, d'après Judd. Il est venu voir si tu étais encore là, mais tu étais parti depuis une demi-heure. Il était complètement sonné, tu sais, et... Oh, Lou, il avait l'air tellement vieux. Heureusement qu'Ellie était déjà partie et que Gage est encore trop jeune pour comprendre. » Louis fronça les sourcils, et il s'aperçut qu'en dépit de la terrible nouvelle, c'était avant tout à Rachel qu'il pensait. Il essayait d'évaluer l'étendue de la fêlure émotionnelle qu'il devinait en elle. Parce que sa phobie était là de nouveau, diffuse mais perceptible. Il était malaisé de la situer très précisément, car elle teintait toutes les émotions de Rachel par l'effet d'une espèce de subtile imprégnation. La mort était un secret, un affreux tabou dont il fallait à tout prix protéger les enfants, et accessoirement aussi les adultes. Sur ce plan, l'attitude de Rachel évoquait fortement celle que les bourgeois victoriens avaient adoptée vis-à-vis des relations sexuelles et des mystérieux égouts de la libido. « Seigneur, soupira-t-il, c'est son cœur qui a flanché ?» demanda Louis. « Je n'en sais rien, dit Rachel. Elle avait cessé de pleurer, mais sa voix était rauque et étranglée. « Louis, tu ne pourrais pas rentrer. Judd et toi, vous êtes si amis. Je crois qu'il a besoin de toi. »« Vous êtes si amis. C'est vrai au fond, se dit Louis avec un léger pincement de surprise. Je n'aurais jamais cru qu'un jour j'aurais un octogénaire comme meilleur copain, et pourtant c'était bien le cas. L'idée lui vint alors qu'ils avaient tout intérêt à être amis étant donné ce qui s'était passé entre eux. Compte tenu de ça, Judd avait certainement pris conscience de leur amitié bien plus tôt que Louis lui-même. Judd l'avait épaulé dans des circonstances difficiles, et en dépit de tout ce qui était arrivé depuis, malgré les souris, malgré les oiseaux, Louis persistait à penser que le vieil homme avait eu raison d'agir ainsi, ou du moins qu'il avait pris la décision la plus charitable. À présent, il était bien décidé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour soulager Judd dans son malheur, même s'il fallait pour cela qu'il jouât le rôle de meneur de deuil à l'occasion de la mort de sa femme. Norma n'avait pas succombé à une crise cardiaque, mais à une hémorragie cérébrale. L'attaque avait été subite et vraisemblablement indolore.
Louis appela Steve Masterton dans l'après-midi pour le mettre au courant, et Steve déclara qu'il ne serait pas fâché de mourir de cette façon. Des fois, le bon Dieu n'en finit pas de tourner autour du pot, dit-il. D'autres fois, il pointe carrément son doigt sur toi en disant « Allez, bonhomme, c'est l'heure de fermer ton pébroc ». Rachel refusait de parler de la mort de Norma, et elle ne voulait pas non plus que Louis abordât ce sujet devant elle. Ellie en fut plutôt étonnée que choquée, et aussi pas mal intriguée. Réaction que Louise jugeait parfaitement normale et saine de la part d'une enfant de 6 ans. Elle lui demanda si Mrs. Crandall était morte avec les yeux ouverts ou fermés, et il répondit qu'il n'en savait rien. Judd affronta la situation avec un sang-froid remarquable. Louis le trouva attablé dans la cuisine, seul, une Chesterfield au bec, une bouteille de bière à la main, fixant d'un œil vacant la salle de séjour vide. Pour une fois, il avait vraiment l'air d'un vieillard de 83 ans. À l'entrée de Louis, le vieil homme leva les yeux et il dit simplement « Eh bien, voilà, Louis, Norma nous a quittés. » Sa voix était si claire, si posée, que Louis crut d'abord qu'il n'avait pas encore pleinement réalisé, que la connexion ne s'était pas faite dans son cerveau anesthésié. Et puis sa bouche se mit à trembler, et il se cacha le visage dans les mains. Louis s'approcha de lui, et il lui entoura les épaules d'un bras. La connexion s'était faite. Judd saisissait parfaitement, sa femme était morte. « C'est bien, dit Louis, c'est bien, Judd. Je suis sûr que Norma aurait voulu que vous pleuriez. Peut-être même bien qu'elle se serait vexée si vous ne l'aviez pas fait. » À présent, il avait les larmes aux yeux, lui aussi. Judd l'étreignit avec force, et il lui rendit son étreinte. Au bout d'environ 10 minutes, les sanglots du vieil homme s'apaisèrent, et un grand flot de paroles leur succéda. Louis les écouta avec beaucoup d'attention. Il écoutait en médecin, autant qu'en ami, à l'affût de la moindre incohérence, et plus spécialement de confusion d'ordre chronologique. Il n'y avait guère de chance que le vieil homme mélangeât les lieux. Pour lui, l'univers s'était toujours rigoureusement circoncis à Ludlow, dans le Maine. Par exemple, s'il avait parlé de Norma au présent, ça aurait été un mauvais signe. Mais Louis ne décela rien de ce genre dans les propos de Judd. Il sautait bien parfois un peu du coq à l'âne, mais son esprit ne battait visiblement pas la campagne. Louis savait que quand deux individus vivent ensemble depuis si longtemps, il n'est pas rare qu'ils s'éteignent presque simultanément. Lorsque l'un demeure, l'autre le suit au bout d'un mois, d'une semaine, parfois même au bout de 24 heures. Ou bien le choc est trop violent, ou bien un instinct profond les pousse à se précipiter dans la mort à la suite de leur conjoint. C'était une idée qui ne lui serait jamais venue avant la résurrection de Church, mais apparemment il avait acquis depuis, à son insu, des notions radicalement nouvelles pour tout ce qui concernait le surnaturel et les perceptions extrasensorielles. Bref, l'affliction de Judd était manifestement très profonde, mais il avait toute sa tête, et Louis ne percevait en lui aucun signe de cette fragilité un peu diaphane qui avait paru émaner de Norma durant la soirée du réveillon chez les Creed. Judd, qui avait le visage encore rouge et mâchuré de larmes, alla prendre une bière dans le réfrigérateur et l'attendit à Louise. « Il est encore bientôt, je sais, dit-il, mais en ce moment même le soleil doit s'être couché de l'autre côté du monde, et vu les circonstances. »« Oh, vous fatiguez pas, j'ai compris, dit Louis, en décapsulant sa bière. Ses yeux se posèrent sur Judd. « Vous voulez qu'on boive à sa santé ?»« Oh, bah c'est bien le moins, dit Judd. Ah, si vous l'aviez vue à 16 ans, Louise, quand elle revenait de l'église avec son caraco déboutonné, vous auriez fait des yeux comme des soucoupes. Pour quelqu'un comme elle, le diable se serait fait moine. Dieu merci, elle ne m'a jamais rien demandé de tel. Elle ne m'a même pas exigé que je renonce à la boisson. » Louis hocha la tête et il leva sa bouteille. « Ah, Norma, fit-il. » Judd choqua sa bouteille contre celle de Louis. De nouvelles larmes ruisselaient le long de ses joues, mais il souriait en même temps. À son tour, il hocha la tête et dit « Qu'elle repose en paix, et Dieu fasse que là où elle s'en est allée, cette vacherie d'arthrite soit inconnue. »« Amen, conclut Louis, et ils burent. Ce fut la première fois que Louis vit Judd franchement éméché, mais son ivresse ne parut pas entamer le moins du monde ses facultés intellectuelles. Il se mit à débiter un flot ininterrompu de souvenirs et d'anecdotes. Ils étaient clairs, vibrants de couleurs et de vie, captivants même. Et entre deux évocations du passé, le vieil homme affrontait le présent avec une énergie que Louise trouvait admirable. Il était sûr que si Rachel était tombée raide morte aussitôt après avoir avalé son demi-pamplemousse et son bol de cornflakes, il aurait été incapable d'en faire le 10e. Judd appela les pompes funèbres Brookins Smith à Bangor, régla tout ce qui pouvait être réglé par téléphone et prit rendez-vous pour le lendemain afin d'effectuer les démarches qui nécessitaient sa présence. Oui, il désirait que Norma soit embaumée. Il désirait qu'on l'habille, mais il fournirait la robe lui-même. Il leur laissait le soin de s'occuper des sous-vêtements, mais il tenait à les choisir personnellement.
Non, il ne souhaitait pas qu'on lui mette de ces chaussures montantes qui se lassaient par derrière. Est-ce qu'ils avaient quelqu'un qui pourrait s'occuper de lui laver les cheveux? Son dernier shampoing remontait au lundi précédent, si bien qu'elle était morte avec des cheveux pas très propres. Son interlocuteur lui servit alors une assez longue explication, dont Louise devina sans peine la teneur. Ayant eu un oncle croque-mort, il savait que la toilette complète du défunt fait partie des prestations normalement fournies par toutes les entreprises de pompes funèbres. À la fin, Judd hocha la tête, dit merci, puis l'homme lui posa une nouvelle question, et il répondit qu'il n'était pas opposé au maquillage, à condition qu'il soit discret. Elle est morte, et tout le monde le sait, expliqua-t-il en allumant une Chesterfield. Alors, inutile d'en faire trop. Il annonça avec une tranquille autorité que le cercueil devrait être fermé le jour des obsèques proprement dites, mais qu'il pourrait rester ouvert la veille pendant les heures de visite. Norma serait ensevelie au cimetière de Mount Hope, où ils avaient acquis une concession en 1951. Ils avaient préparé les documents, et il communiqua les numéros de leur parcelle à l'employé de Brookings Smith, afin que les préparatifs puissent aussitôt démarrer sur place. Celle de Norma se trouvait dans la division H, au numéro 101. Lui-même reposerait au H102, précisa-t-il ensuite à Louis. Après avoir raccroché, le vieil homme se retourna vers Louis. À Bangor, nous avons le plus joli cimetière du monde, vous savez, dit-il. Enfin, moi je trouve. Vous n'avez qu'à vous prendre une autre bière, Louis. Je risque de rester pendu au téléphone encore un bon moment. Louis allait refuser, il était déjà légèrement pompette, lorsque soudain une vision extravagante lui traversa l'esprit. Celle de Judd tirant derrière lui sur une litière indienne le cadavre de Norma à travers la forêt qui mène à la nécropole des Micmacs, par-delà le cimetière des animaux. Cela lui fit l'effet d'une gifle. Sans un mot, il se leva, marcha jusqu'au réfrigérateur et en sortit une bière. Judd lui adressa un hochement de tête avant de composer un nouveau numéro. À 3 heures de l'après-midi, Louis rentra chez lui pour avaler un déjeuner tardif qui se composa d'un sandwich et d'un bol de soupe. Entre-temps, Judd avait considérablement avancé dans l'organisation de la cérémonie. Il n'oubliait aucun détail et procédait point par point, avec méthode, comme s'il était en train de préparer un dîner de gala. Il appela le temple méthodiste de North Ludlow, où la cérémonie funèbre devait avoir lieu, ainsi que les services administratifs du cimetière de Mount Hope. Dans les deux cas, il s'agissait de démarches que l'entreprise de pompes funèbres aurait effectuées de toute façon, mais Judd tenait à prendre les devants. Il était bien rare que des gens qui venaient de perdre un proche songent à accomplir ce genre de formalité, ou s'ils y songeaient, ils avaient du mal à s'y résoudre. L'admiration que Louis éprouvait pour Judd s'en accrut encore. Après cela, le vieil homme appela les rares parents survivants de Norma et les membres de sa propre famille, en cherchant les numéros dans un vieux carnet d'adresses au cuir tout râpé. Entre deux coups de fil, il évoquait de nouveaux souvenirs et buvait de nouvelles bières. Louis se sentait porté vers lui par un grand élan d'admiration et de... Était-ce de l'amour? Oui, incontestablement, c'était bien de l'amour. Ce soir-là, lorsqu'elle descendit en pyjama pour embrasser son père, Ellie lui demanda si Mrs. Grandal irait au paradis. Elle lui posa la question à voix basse, presque en chuchotant, comme si elle avait deviné que la discrétion s'imposait. Rachel était dans la cuisine, occupée à préparer un pâté au poulet qu'elle comptait porter à Judd le lendemain. Dans la maison des Grandal, de l'autre côté de la route, toutes les lumières brillaient. Une double file de voitures était garée le long de l'allée, d'autres s'étaient rangées sur le bas-côté de la route et s'alignaient sur une bonne trentaine de mètres dans les deux sens. Ces visiteurs n'étaient pas venus rendre un dernier hommage à la dépouille mortelle de Norma, rite qui n'aurait lieu que le lendemain dans un des salons mortuaires de l'entreprise Brookings Smith. S'ils s'étaient réunis ce soir, c'était pour consoler Judd du mieux qu'ils pouvaient, évoquer d'anciens souvenirs avec lui et célébrer dignement la disparition de la vieille dame. Dans l'intervalle entre les deux maisons, il soufflait un vent glacial de février et la route était parsemée de plaques de neige durcie. Ils étaient entrés dans la période la plus rude de l'hiver éprouvant du Maine. « À vrai dire, je n'en sais rien, chaton, » dit Louis, en faisant asseoir la fillette sur ses genoux. À la télé, une fusillade battait son plein. Un de ses protagonistes tourbillonna sur lui-même et s'écroula, mais Louis et Ellie n'y firent pas plus attention l'un que l'autre. Louis se rendait compte, avec un certain embarras, que la fillette savait à n'en pas douter énormément plus de choses sur le compte de Spider-Man, de Ronald McDonald et des Quatre Fantastiques que sur celui de Moïse, Jésus ou saint Paul. Étant la fille d'une juive non pratiquante et d'un méthodiste qui avait abjuré sa foi au sortir de l'enfance, elle ne pouvait avoir que des notions très rudimentaires pour tout ce qui concernait la vie spirituelle. Dans son univers, on ignorait les mythes et les rêves, sinon sous la forme de succédanés très frelatés. « Il est trop tard pour ça, se dit-il.
Elle n'a que 5 ans et il est déjà trop tard. Bon Dieu, qu'est-ce que ça se perd vite. En attendant, les yeux d'Élie étaient rivés sur lui. Il fallait absolument qu'il lui dise quelque chose. Les gens ont toute une variété d'idées sur ce qui se passe après la mort, commença-t-il. Certains pensent qu'on va au paradis ou en enfer, d'autres qu'on renaît à nouveau sous la forme de petits-enfants. Ah, ça s'appelle la carnation, coupa Élie. C'est ce qui arrivait à Audrey Rose dans ce film à la télé. Mais tu ne l'as pas vu, objecta Louis. Si le bruit qu'Élie avait vu Audrey Rose était venu aux oreilles de Rachel, elle aurait probablement eu une congestion cérébrale, elle aussi. Non, c'est Marie qui m'en a parlé à l'école, expliqua Élie. Marie, qui s'était attribuée à elle-même le titre de meilleure amie d'Élie, était une petite fille dont le teint chloritique et l'aspect malpropre faisaient toujours soupçonner qu'elle était à 2 doigts de contracter l'impétigo, la teigne, voire le scorbut. Louis et Rachel ne faisaient rien pour contrecarrer l'amitié des 2 fillettes, et même ils l'encourageaient de leur mieux. Toutefois, Rachel avait avoué à Louis un jour qu'après chaque visite de Marie, une impulsion irrépressible la poussait à vérifier si la tête d'Élie ne dissimulait pas des poux ou des lentes. Louis avait hoché la tête en riant. La mère de Marie la laisse regarder toutes les émissions qu'elle veut, précisa Élie. Louis perçut le reproche sous-jacent dans cette observation, mais il évita prudemment de le relever. C'est de réincarnation qu'il s'agit, mais apparemment tu as saisi de quoi il retournait. Les catholiques croient que les âmes des morts vont au ciel ou en enfer, et qu'en plus il y a 2 endroits intermédiaires, les limbes et le purgatoire. Les hindouistes et les bouddhistes ont un truc du même genre qu'ils appellent le nirvana. Du coin de l'œil, il vit une ombre sur le mur de la salle à manger. Rachel les écoutait. Il continua, mais en prenant bien garde à ce qu'il disait. Et il y en a encore beaucoup d'autres comme ça, mais tu vois, Élie, quand on regarde vraiment les choses en face, on est obligé de reconnaître que personne n'en sait rien. Il y a des gens qui affirment que c'est ça, d'une manière très péremptoire, mais ça veut simplement dire qu'ils ont la foi. Tu sais ce que c'est, la foi ? Tiens, un exemple, dit Louis. Nous sommes assis sur une chaise en ce moment. Est-ce que tu crois que cette chaise sera toujours là demain ? Bah oui, bien sûr. Eh bien, c'est cela la foi. Tu as foi dans cette chaise. Moi aussi d'ailleurs. La foi, c'est quand on croit qu'une chose se produira, ou qu'une chose existe, même quand on ne la voit pas. Tu saisis ? Oh oui, dit Élie en hochant vigoureusement la tête. Et pourtant, reprit Louis, rien ne nous prouve que cette chaise sera vraiment là demain. Après tout, il se pourrait qu'un voleur de chaises vienne nous la chipper cette nuit. Élie éclata de rire. Mais la foi que nous avons dans cette chaise nous interdit d'envisager une éventualité pareille, poursuivit Louis en souriant. La foi, c'est bien beau, et les gens qui ont des convictions religieuses fortes prétendent qu'elle vaut toutes les vérités pratiques. Mais moi, je ne suis pas de cet avis. Il y a beaucoup trop d'opinions divergentes à ce sujet. Tout ce qu'on sait avec certitude peut se résumer de la façon suivante. Quand on meurt, il n'y a qu'une alternative possible, soit que notre âme et nos pensées survivent d'une manière ou d'une autre après notre destruction physique, soit qu'elles ne survivent pas. Dans le cas où elles survivent, on peut envisager une immense gamme de transformations possibles. Autrement, il n'y a plus rien, c'est le noir, le zéro, la fin. Comme quand on s'endort ? Demanda la fillette. Louis réfléchit un instant avant de répondre. Non, j'imagine que ça doit plutôt ressembler à une anesthésie générale. Et dans laquelle des 2 possibilités tu as foi, toi, papa ? L'ombre sur le mur de la salle à manger se déplaça imperceptiblement. Louis avait été élevé dans la religion, mais depuis qu'il avait accédé à l'âge de raison, ou plus exactement depuis son passage à l'université, il avait cessé de croire à l'au-delà. Dans l'exercice de son métier, il avait bien vu des gens mourir et jamais, au grand jamais, il n'avait éprouvé le passage d'une âme s'arrachant au corps d'un agonisant pour s'en aller, Dieu sait où. N'était-ce pas d'ailleurs ce qu'il avait pensé, une fois de plus, au moment où Victor Pasco avait rendu son dernier souffle dans ses bras ? Il avait fait sien le point de vue de son professeur de psychologie, d'après qui les expériences de métempsychose décrites avec un grand luxe de détails dans les revues scientifiques et vulgarisées ensuite par la presse à sensation n'étaient qu'une espèce d'hallucination collective, de construction mentale paranoïaque élaborée par l'esprit humain, poussée jusqu'aux limites extrêmes de la déraison par sa terreur de la mort. Il était également tombé d'accord avec un étudiant qui faisait partie de son cercle d'amis dans le foyer où il résidait au cours de sa 2e année d'études à l'université de Chicago. Durant une de leurs interminables discussions de groupe, elles duraient parfois des nuits entières, ce garçon avait émis l'avis que les miracles dont la Bible regorge étaient d'autant plus sujets à caution qu'on n'en avait pratiquement plus relevé depuis le début de l'époque moderne. Il avait d'abord dit que les miracles avaient totalement cessé, mais cette affirmation avait été violemment contestée par plusieurs de ses camarades qui lui avaient fait observer, à juste titre d'ailleurs,
qu'il y avait encore des phénomènes bizarres, et que ce monde moderne brillamment illuminé par les flambeaux de la science et de la raison recelait encore çà et là de petites poches de ténèbres irréductibles. Par exemple, le suaire de Turin, qui avait opiniâtrement résisté à tous les efforts d'une longue succession de démystificateurs acharnés. Donc, le Christ aurait ressuscité Lazare, disait ce bouillant garçon, qui depuis était devenu un gynécologue réputé et exerçait à Dearborn dans le Michigan. Bon, d'accord, je veux bien. Disons que ça reste du domaine du possible. Après tout, j'ai été obligé d'admettre des choses qui sont au moins aussi peu plausibles a priori. Par exemple, qu'un fœtus pouvait bouffer son jumeau in utero, et que la preuve de cet acte de cannibalisme prénatal pouvait être retrouvée 20 ou 30 ans plus tard, lorsque le jumeau survivant avait brusquement des dents qui lui poussaient dans le scrotum ou les poumons. Si je peux avaler une couleuvre pareille, je suppose que je peux avaler à peu près n'importe quoi. Mais avant d'admettre la résurrection de Lazare, je veux voir l'acte de décès. Vous saisissez ? Je ne dis pas que c'est impossible, mais je veux qu'on me montre d'abord un document prouvant qu'il était bien mort avant de sortir de la tombe. Je suis comme saint Thomas lorsqu'il disait qu'il ne croirait à la résurrection de Jésus que lorsqu'il aurait vu de ses propres yeux la marque des clous dans ses mains et aurait mis son doigt dessus. Pour moi, c'était lui le vrai médecin de la bande, pas Luc. Non, Louis n'avait jamais vraiment cru à la survie de l'âme, en tout cas pas avant Church. Je pense que nous continuons d'exister après la mort, dit-il d'une voix lente. Mais sous quelle forme, ça, je n'en sais rien. Peut-être que ça varie d'une personne à l'autre, peut-être que chacun se transforme, conformément à la foi qu'il avait observée de son vivant. Mais je pense qu'on continue d'exister, et je crois que Norma est probablement allée quelque part où elle pourra être heureuse. Tu as foi là-dedans dit Ellie. Ce n'était pas une question, mais une constatation qu'elle avait proférée avec une espèce de crainte révérentielle dans la voix. Louis eut un sourire à la fois amusé et embarrassé. Oui, je suppose qu'on peut le dire. J'ai aussi foi dans autre chose, qui est que c'est l'heure que tu ailles faire dodo à présent. Il l'embrassa rapidement à 2 reprises, une fois sur les lèvres, une fois sur le bout du nez. Papa, est-ce que les bêtes continuent d'exister après leur mort? Oui, répondit Louis sans hésitation, et il fut à 2 doigts d'ajouter surtout les chats. Les mots avaient bel et bien flotté sur ses lèvres l'espace d'une seconde, et lui laissèrent un goût de cendre dans la bouche. Bon, fit Ellie, en se laissant glisser au sol. Maintenant, faut que j'aille embrasser maman. Oui, vas-y vite. Ellie se dirigea vers la porte de la salle à manger, mais au moment d'en franchir le seuil, elle se retourna vers Louis et dit « J'ai vraiment été bête l'autre jour quand j'ai pleuré comme ça à cause de Church, hein ?»« Mais non, ma puce, t'as pas été bête du tout. »« S'il mourait maintenant, je le supporterais mieux, déclara-t-elle. Elle parut méditer les paroles qu'elle venait de prononcer avec un air un peu stupéfait, puis, comme se répondant à elle-même, elle ajouta « Sûrement », sur quoi elle courut se jeter dans les bras de Rachel. « J'ai entendu de quoi vous parliez, toi et Ellie, dit Rachel à Louis lorsqu'ils se retrouvèrent au lit. Et alors, dit Louis, tu trouves que j'ai mal fait de lui parler de ça? Finalement, il valait peut-être mieux crever l'abcès une bonne fois pour toutes, si c'était ce que Rachel désirait. Non, fit Rachel, avec une voix un peu indécise, ce qui ne lui ressemblait guère. Non, Louise, ce n'est pas que je sois contre, c'est seulement que ça me fait peur, et comme tu sais, la peur me rend agressive. Louis ne se rappelait pas d'avoir jamais entendu Rachel faire autant de circonlocutions, et tout à coup, il sentit qu'il allait falloir se montrer encore plus circonspect avec elle qu'avec Ellie. Son intuition lui disait qu'il était sur un terrain miné. « Mais de quoi as-tu peur? De mourir ?»« Ce n'est pas ma propre mort que je redoute, dit Rachel. Ça ne me tourmente guère, ou plutôt ça ne me tourmente plus. Par contre, enfant, j'y pensais souvent. Ça m'a causé bien des nuits blanches. Je rêvais que des monstres venaient me dévorer dans mon lit, des monstres qui ressemblaient tous à ma sœur Zelda. Enfin, se dit Louis, au bout de toutes ces années de mariage, elle se décide enfin à me parler de cette histoire. Tu ne me parles pas souvent d'elle, dit-il. Rachel sourit et elle lui effleura la joue du bout des doigts. Oh, Louis, tu es gentil, je ne parle jamais de Zelda. Je m'interdis de seulement penser à elle. J'ai toujours supposé que tu avais de bonnes raisons pour cela, dit-il. En effet, et je les ai toujours, répondit-elle. Rachel se tut et son visage prit une expression songeuse. Je sais qu'elle a succombé à une méningite cérébro-spinale, dit Louis. Une méningite cérébro-spinale, oui, dit Rachel, et il n'y a plus une seule photo d'elle dans la maison. Mais ton père a la photo d'une fillette sur son bureau. Oui, c'est vrai, je l'avais oublié, dit-elle. Et je crois que ma mère en a toujours une sur elle dans son portefeuille. Zelda avait 2 ans de plus que moi. Elle a attrapé cette méningite et on l'a reléguée dans la chambre du fond. On l'a séquestrée dans cette chambre tout au fond de la maison, comme un secret honteux. Oh, Louis,
Ma sœur était en train de mourir dans cette chambre où on la tenait à l'écart, et elle y est morte. Elle y était vraiment devenue un secret honteux, horrible, qu'il fallait dissimuler à tout prix. » Tout à coup, Rachel éclata en sanglots. Elle pleurait bruyamment, avec des hoquets déchirants, qui firent craindre à Louis que ses accès de larmes ne tournent à la crise de nerfs. Il avança une main et sentit sous ses doigts l'arrondi d'une épaule qui se déroba brusquement dès qu'il l'eut effleurée. Sa main se referma sur un coin du tissu soyeux de la chemise de nuit. « Rachel, je t'en prie, chérie, ne... »« Oh non, Louis, s'il te plaît, ne m'interromps pas. J'ai tout juste la force de te raconter ça une fois, et ensuite je ne veux plus jamais en entendre parler de ma vie. Je ne fermerai probablement pas l'œil de la nuit, au point où j'en suis arrivé. »« Ça a donc été si affreux que ça ?» interrogea Louis, mais il connaissait d'avance la réponse. Ça expliquait beaucoup de choses, et tout à coup le lien se fit dans son esprit entre un certain nombre d'incidents dont il n'avait jamais soupçonné jusqu'alors, sinon très vaguement, qu'ils pussent avoir un dénominateur commun. Il s'aperçut que Rachel n'avait jamais assisté à un enterrement avec lui. Elle n'était même pas venue à celui d'Al Locke, un de ses camarades d'études qui s'était tué à moto en heurtant de plein fouet un autobus de la régie municipale. Al était un ami très proche, il venait souvent chez eux. Rachel avait toujours eu beaucoup de sympathie pour lui, et malgré tout, elle n'avait pas daigné assister à ses obsèques. Mais comment était-ce que... Mais tout à coup, Louis se rappela. Rachel est tombée malade le jour de l'enterrement. Une grippe ou une angine, je ne sais plus. Ça paraissait sérieux, mais le lendemain, elle était sur pied. Non, elle n'a même pas attendu le lendemain. Aussitôt après l'enterrement, sa grippe s'était dissipée comme par enchantement. Sur le moment, tu avais même pensé que c'était un trouble purement psychosomatique, rappelle-toi. « Oh, Louis, tu ne peux pas t'imaginer à quel point ça a été affreux, » reprit Rachel. « Jour après jour, Zelda se détériorait devant nos yeux, et personne, absolument personne, ne pouvait rien y faire. Elle souffrait tout le temps, son corps se tassait sur lui-même. On aurait dit qu'elle rapetissait, elle était venue bossue, et sa figure s'était tellement ratatinée qu'on aurait cru un masque. Ses mains étaient crochues comme des serres d'oiseaux. Quelquefois, c'était moi qui devais lui donner à manger. J'avais horreur de ça, mais je le faisais quand même, sans jamais regimber. Quand ses douleurs sont devenues vraiment sérieuses, on s'est mis à lui donner des drogues. D'abord des antalgiques relativement anodins, puis de la morphine à dose de plus en plus élevée, qui aurait sans doute fait d'elle une junkie si elle l'avait survécu. Mais bien sûr, tout le monde savait qu'elle ne survivrait pas. Ça doit être pour ça que toute cette histoire est restée tellement secrète pour mes parents et pour moi. Parce que nous voulions qu'elle meure. Louis, nous souhaitions sa mort de toutes nos forces, et ce n'était pas seulement pour abréger ses souffrances, mais surtout pour abréger les nôtres, parce que non seulement elle prenait peu à peu l'apparence d'un monstre, mais elle devenait un monstre. Oh mon Dieu, je sais que ça doit te paraître épouvantable de m'entendre dire une chose pareille. » Elle se cacha le visage dans ses mains. Louis lui caressa doucement l'épaule. « Non, Rachel, je ne trouve pas ça épouvantable du tout. »« Mais pourtant, c'est horrible, s'écria-t-elle. »« Mais je t'assure que non, dit Louis. Tu es sincère, c'est tout. La plupart du temps, les victimes de longues maladies deviennent bel et bien des monstres acariâtres, pleins d'exigences insupportables. L'image du malade vertueux qui endure stoïquement ses interminables souffrances, c'est du roman. Quand les premières escarres apparaissent sur les fesses d'un ou d'une malade, clouée au lit depuis des mois, il ou elle commence à mordre, à griffer et à distiller son fiel comme une bête venimeuse. Bien sûr, ce sont des réflexes purement animaux, mais ça n'empêche pas leur entourage d'en prendre plein la gueule. » Rachel le regarda bouche bée, et une lueur d'espoir s'alluma brièvement dans ses yeux. Puis une expression méfiante se peignit sur ses traits. « Tu as inventé ça de toutes pièces, dit-elle. »« Tu veux que je te montre ce qui est écrit à ce sujet dans mon manuel de pathologie médicale ?» demanda Louis, avec un sourire lugubre. « Ou peut-être que tu voudrais voir les statistiques sur le suicide. Elle t'apprendrait que dans les familles où un individu atteint d'une affection mortelle a été soigné à domicile, le taux de suicide s'élève d'une manière extraordinaire dans les 6 mois qui suivent le décès du malade. »« Des suicides ?» demanda Rachel. « Oui, ils avalent des barbituriques, ils ouvrent le gaz, ils se tirent une balle dans la tête. Oui, la haine, la fatigue, le dégoût, le chagrin. » Il haussa les épaules et appuya doucement l'un contre l'autre ses 2 poings serrés. Les survivants ont le sentiment d'avoir commis un meurtre, et ce meurtre, ils veulent l'expier, alors ils se flinguent. À présent, le regard de Rachel exprimait une espèce de soulagement un peu indécis qui flottait bizarrement au-dessus de son visage gonflé et douloureux. « Mais Zelda était méchante, dit-elle, odieuse. Des fois, elle faisait exprès de pisser au lit. Maman lui demandait si elle voulait qu'elle l'emmène aux toilettes, ou plus tard, quand elle n'était déjà plus capable de se lever, si elle n'avait pas besoin du bassin. Zelda répondait que non, et aussitôt après, elle pissait au lit, si bien qu'il ne nous restait plus qu'à lui changer ses draps à maman ou à moi.
Elle s'excusait, elle disait que ce n'était qu'un accident, mais tu sais, Louis, on voyait bien que ses yeux riaient. Il n'y avait pas moyen de ne pas le voir. La chambre baignait toujours dans une affreuse odeur d'urine et de médicaments. Elle avait des flacons de je ne sais quel remède qui avaient exactement la même odeur que le sirop au laurier cerise Smith Brothers, et cette odeur ne s'en allait jamais. Il m'arrive de me réveiller la nuit, oui, encore maintenant, je me réveille en pleine nuit et j'ai l'impression de sentir cette odeur de sirop pour la toux, cette odeur de sirop au laurier cerise, et je me dis, quand je suis encore dans un demi-sommeil, je me dis, quand Zelda va-t-elle enfin se décider à mourir? Oh mon Dieu, quand? Rachel reprit son souffle. Louis lui saisit une main et elle lui pressa les doigts avec une force sauvage. Quand on la changeait, on voyait son dos tout tordu et noué. Et dans ces derniers moments, oh Louis, dans ces derniers moments, on aurait cru que ses fesses lui étaient remontées jusqu'au milieu du dos. À présent, ses yeux humides étaient un peu vitreux, comme ceux d'un enfant terrifié racontant l'effroyable cauchemar qui l'assaille nuit après nuit. Et des fois, elle me touchait avec ses mains d'oiseau, et moi j'avais du mal à me retenir de hurler, et je lui demandais de ne pas faire ça. Un jour, elle m'a effleuré le visage pendant que je la nourrissais. Je me suis renversé du potage brûlant sur le bras, et là je n'ai pas pu me retenir de hurler. Et tandis que je hurlais, je voyais bien, là aussi, qu'elle avait les yeux qui riaient. Vers la fin, les drogues ont cessé de lui faire de l'effet. À ce moment-là, elle s'est mise à hurler elle-même, et nous n'arrivions plus à nous rappeler ce qu'elle était avant. Personne n'y arrivait plus, même pas ma mère. Elle n'était plus que cette chose immonde, écumante de rage et de haine que nous cachions dans la chambre du fond, notre secret honteux. Rachel déglutit avec peine, et son gosier gargouilla. Mes parents étaient sortis lorsqu'elle a finalement... quand elle est... Avec un effort terrible, elle s'arracha l'affreuse vérité. Quand elle est morte, mes parents étaient sortis. Ils m'avaient laissé seul avec elle. C'était Pâques, et ils étaient allés voir des amis à eux. Ils n'étaient partis que pour un court moment. J'étais dans la cuisine en train de lire un magazine, enfin de le feuilleter plutôt. Zelda n'arrêtait pas de hurler, et je guettais le moment où il serait temps de lui donner une nouvelle dose de sédatif. Elle s'était mise à hurler aussitôt après le départ de mes parents, et elle n'avait pas arrêté une seconde depuis. Ces hurlements m'empêchaient de lire, et puis... Et là-dessus, tu vois, eh bien, tout à coup, les cris de Zelda ont cessé. Je n'avais que 8 ans, Louis. Chaque nuit, je faisais des cauchemars, et je m'étais mis dans la tête que Zelda me haïssait parce que je n'avais pas le dos tout tordu, parce que je ne souffrais pas en permanence, parce que je pouvais me déplacer, parce que j'allais vivre. Et peu à peu, la conviction m'était venue qu'elle voulait me tuer. Je ne crois pas que c'était une crainte purement imaginaire, Louis. Aujourd'hui encore, je suis sûr que Zelda me haïssait vraiment. Peut-être pas au point de me tuer, mais par contre, si elle avait pu prendre possession de mon corps, si elle avait pu m'en chasser et s'en emparer, comme dans les contes de fées, je crois qu'elle l'aurait fait. Quand ces cris ont cessé, je suis allé voir si tout allait bien, voir si elle n'avait pas roulé sur le flanc, si ses oreillers n'avaient pas glissé. Je suis entré dans sa chambre, je l'ai regardée et j'ai vu qu'elle avait avalé sa langue et qu'elle était en train de s'étouffer. Oh, Louise! La voix octante de Rachel était brusquement montée dans les aigus, et à présent elle ressemblait d'une façon hallucinante à celle d'une petite fille. On aurait dit qu'elle régressait en revivant l'horrible scène. Je n'avais que 8 ans, Louise. Je ne savais pas quoi faire. Non, bien sûr que tu ne savais pas, dit Louis. Il se retourna vers elle, la prit dans ses bras, et elle se cramponna à lui avec la force désespérée de quelqu'un qui ne sait pas nager, et dont la barque s'est subitement retournée au milieu d'un lac immense. On n'a tout de même pas pu te faire des remontrances à cause de ça, hein, chérie? Non, dit Rachel, personne ne m'a fait le moindre reproche, mais personne n'aurait pu me consoler non plus, Louis. Personne ne pouvait plus rien changer à ce qui s'était passé. Zelda n'avait pas avalé sa langue, elle s'était mise à faire une espèce de son, une espèce de... Je ne sais pas comment te dire, elle faisait... Ah, comme ça, ah. Le souvenir de cette atroce journée était encore tellement vivant dans sa mémoire qu'elle imitait les râles de sa sœur Zelda avec une véracité criante, et l'image de Victor Pasco se forma brièvement dans la tête de Louis. Il serra Rachel contre lui encore plus étroitement. Et elle bavait, la bave lui coulait le long du menton. Non, Rachel, ça suffit comme ça, dit Louis d'une voix un peu tremblante. Je connais les symptômes. Oui, mais c'est pour t'expliquer, s'obstina-t-elle. Comme ça, tu comprendras pourquoi je m'abstiendrai d'assister aux obsèques de cette pauvre Norma. Et tu verras ce qui a provoqué cette scène de ménage idiote l'autre jour. Chut, dit Louis. Allez, c'est oublié tout ça. Bon, peut-être que tu l'as oublié, mais pas moi, dit Rachel. Je m'en souviens très bien, Louis. Je m'en souviens aussi clairement que je me rappelle cette journée du 14 avril 1965,
au cours de laquelle ma sœur Zelda est morte étouffée dans son lit. » Un long moment, ils restèrent silencieux, puis Rachel reprit son récit. « Je l'ai retourné sur le ventre et je me suis mise à lui taper dans le dos, expliqua-t-elle. C'est tout ce que j'avais trouvé à faire. Ses pieds battaient l'air et elle avait les jambes tordues, déformées. J'ai entendu un bruit de paix, je me souviens. J'ai cru que c'était Zelda qui pétait, ou que c'était peut-être moi qui faisais ça sans m'en rendre compte, mais ce n'était pas des pets. C'était les coutures de mon chemisier qui avaient craqué quand j'avais retourné Zelda. Elle a été prise de convulsions, et je me suis aperçu qu'elle avait le visage enfoui dans l'oreiller. Je me suis dit « Oh mon Dieu, elle s'étouffe, Zelda s'étouffe, et quand mes parents vont revenir, ils vont dire que c'est moi qui l'ai tuée en l'étouffant sous l'oreiller. Ils vont dire « Tu la haïssais, Rachel », ce qui était parfaitement vrai, et ils vont dire « Tu souhaitais sa mort », et ça aussi, c'était la vérité. Tu comprends, Louis, la première idée qui m'est passée par la tête quand elle a commencé à se secouer comme cela sur le lit, je m'en rappelle, la première idée a été « Ah, enfin, Zelda s'étouffe. Heureusement, comme ça, tout sera fini. » Alors je l'ai retournée à nouveau. Et, oh Louise, sa figure était toute noire. Elle avait le cou gonflé et les yeux exorbités. Et là-dessus, elle est morte. Je me suis éloigné du lit à reculons. Je suppose que je voulais sortir de la chambre à reculons, mais au lieu de franchir la porte, je me suis heurté au mur et j'ai fait tomber un tableau. C'était une image du magicien d'Oz. Zelda avait été une vraie fanatique de la série des Oz avant sa méningite, au temps où elle était encore une petite fille normale. Et elle représentait le magicien lui-même avec une légende qui disait « Le grand, le terrible Oz ». Mais Zelda, qui avait un léger défaut d'élocution, avalait toujours les R à la façon d'Elmer Fudd, et elle prononçait « Le grand, le terrible Oz ». Ma mère avait fait encadrer cette image parce que c'était, de toutes, celle que Zelda préférait. Le grand, le terrible Oz. Le tableau s'était décroché du mur, la vitre du cadre a éclaté en s'abattant sur le sol, et je me suis mis à hurler parce que je savais que Zelda était morte, et j'ai dû penser que c'était son fantôme qui revenait me chercher. J'étais persuadé que son fantôme me haïrait comme elle m'avait haï, mais je savais que contrairement à elle, il ne serait pas impotent et cloué au lit. Alors je me suis mis à hurler, et je me suis rué hors de la maison en braillant « Zelda est morte, Zelda est morte !» Les voisins sont sortis pour voir ce qui se passait, et ils m'ont vu qui m'enfuyait à toutes jambes le long de la rue avec mon chemisier qui bâillait sous mes aisselles. Et je criais « Zelda est morte !» Et ils ont probablement pensé que je pleurais, mais je crois qu'en réalité je riais. Oui, Louis, je crois que je riais. Eh ben, si tu riais, je te tire mon chapeau, dit Louis. Tu ne le penses pas vraiment, dit Rachel, avec l'assurance péremptoire de quelqu'un qui a examiné un problème sous tous les angles possibles avant de se former une opinion. Louis ne la contredit pas. Rachel parviendrait peut-être à se débarrasser l'esprit de ces souvenirs nauséabonds qui la hantaient depuis si longtemps, mais ce dernier détail la poursuivrait toujours. Il ne s'effacerait jamais complètement de sa mémoire. Louis Creed n'était guère ferré en matière de psychiatrie, mais il n'ignorait pas que le sol de chaque existence recèle de ces objets enfouis et rouillés auxquels une force mystérieuse pousse les humains à retourner sans cesse pour s'efforcer encore et encore de les extirper de leur gangue d'humus, même s'ils se blessent à leurs arêtes coupantes. Ce soir, Rachel en avait presque entièrement exhumé un, et elle l'avait ramené au jour comme une dent pourrie, malodorante et difforme, à la couronne noircie, aux nerfs infectés, à la racine putride. Il ne restait plus que cette ultime cellule dégénérée. Mais peut-être que son action délétère ne se ferait plus sentir que dans les profondes ténèbres des rêves. Il fallait laisser cela à la grâce de Dieu. Qu'elle eût été capable d'en faire sortir autant que cela tenait déjà quasiment du prodige. Cela révélait, et même proclamait, un courage si formidable que Louis en était submergé. Il avait envie d'applaudir. Il se dressa sur son séant et alluma la lampe de chevet. « Si, Rachel, je te tire mon chapeau, dit-il. Et si j'avais besoin d'un motif supplémentaire d'exécrer vraiment tes parents, tu viens de me la fournir. Jamais il n'aurait dû te laisser seule avec elle, Rachel. Jamais. »« Mais c'était Pâques, Lou, » protesta Rachel d'un ton d'un enfant qui se défend d'une réprimande, du ton qu'aurait pu employer la fillette de 8 ans qu'elle était lorsqu'elle avait subi cette épreuve ignoble et dégradante. « Mais même si les trompettes du jugement avaient sonné ce jour-là, je penserais la même chose, » s'écria Louis, avec une soudaine rage qui provoqua de la part de Rachel un léger mouvement de recul. Il se souvenait des 2 infirmières stagiaires qui avaient eu la malchance d'être de service le jour de la mort de Pasco. L'une des 2, une petite jeune fille du nom de Carla Chavers, était revenue prendre son poste le lendemain, et elle avait fait preuve de tant de vitalité et de ressort que la cynique Charlton elle-même en avait été toute remuée. Mais il n'avait plus jamais revu sa copine. Louis n'avait pas été étonné de sa défection et ne lui en avait nullement tenu rigueur.
Où était l'infirmière? Pourquoi n'avait-il pas fait venir une infirmière à domicile? Ils sont partis faire un petit tour en laissant une gosse de 8 ans s'occuper seule de sa sœur mourante, qui était sans doute déjà cliniquement en état de démence. Pourquoi? Parce que c'était Pâques, et parce que Dory Goldman, qui était très bon chic, bon genre, n'en pouvait plus de ces odeurs nauséabondes et avait eu absolument besoin de prendre un peu le large. Et c'est Rachel qui avait écopé de la corvée ce matin-là. Car qui d'autre aurait pu on charger d'une telle besogne? À qui aurait-elle pu convenir mieux qu'à cette chère petite Rachel? 8 ans, queue de cheval, petit chemisier à col marin, c'est Rachel qui avait écopé. Rachel pouvait bien rester là et s'accommoder de la puanteur. Chaque été, ses parents lui payaient un séjour de 6 semaines dans un luxueux camp de vacances du Vermont. Alors c'était bien le moins qu'en retour elle endure les mauvaises odeurs de sa sœur agonisante et folle. 10 tenues neuves pour Gage, 6 robes neuves pour Ellie, une allocation d'études substantielle si Louis acceptait de rompre ses fiançailles avec leur fille. Mais où était-il ton compte en banque plein à ras-bord quand ta fille aînée mourait d'une méningite et que tu chargeais sa petite sœur de monter la garde sur elle, espèce de sagouin? Pourquoi tu n'avais pas pris une infirmière, bordel de merde? Louis se redressa et il se leva du lit. Où vas-tu, Louis? Interrogea Rachel d'un air inquiet. Je vais te chercher un Valium. Mais tu sais bien que je ne prends jamais de. Ce soir tu en prends, dit-il d'un ton sans réplique. Rachel avala le comprimé de Valium, puis elle acheva son récit. À présent, elle parlait d'une voix calme et posée, le tranquillisant agissait. La voisine d'à côté avait retrouvé la petite Rachel tapie derrière un arbre. Elle se tenait accroupie et continuait à crier inlassablement « Zelda est morte, Zelda est morte !» Son nez s'était mis à pisser le sang et elle en était couverte. La voisine avait appelé une ambulance, puis après avoir stoppé l'hémorragie nasale de Rachel et l'avoir calmée à l'aide d'une tasse de thé brûlant et de 2 aspirines, elle avait réussi à lui soutirer l'adresse que ses parents lui avaient laissée et elle leur avait téléphoné. Les Goldman se trouvaient en visite chez les amis, les Cabron, qui habitaient à l'autre bout de la ville. Peter Cabron était le chef comptable de son père. Le soir même, la maison Goldman avait subi des modifications considérables. Zelda n'était plus là, sa chambre avait été lavée, désinfectée, et on y avait fait place nette. Ce n'était plus qu'un cube vide. Plus tard, des années plus tard, Dory Goldman l'avait transformé en salle de couture. Rachel avait fait son premier cauchemar cette nuit-là, et lorsqu'elle s'était réveillée sur le coup de 2 heures du matin en hurlant le nom de sa mère, elle avait découvert avec horreur qu'elle pouvait à peine remuer. Son dos la faisait atrocement souffrir. Elle s'était fait un tour de rein en manipulant Zelda. Ce n'était pas tellement étonnant, après tous les efforts qu'elle avait fournis jusqu'à faire éclater les coutures de sa marinière. Que Rachel se soit froissé un muscle en essayant de sauver Zelda de l'étouffement, cela allait de soi pour tout le monde. C'était simple, évident et élémentaire, mon cher Watson. Pour tout le monde, sauf pour Rachel elle-même. Rachel s'était persuadée que Zelda se vengeait par-delà la tombe. Zelda savait que Rachel se réjouissait de sa mort. Zelda savait que lorsque Rachel s'était précipitée hors de la maison, en braillant à plein poumon « Zelda est morte, ses cris n'avaient servi qu'à masquer un énorme éclat de rire. Zelda savait que Rachel l'avait assassinée, et pour la punir, elle lui avait repassé sa méningite. D'ici peu, Rachel deviendrait bossue, puis elle serait clouée au lit à son tour, et se muerait lentement mais inexorablement en un horrible monstre aux mains griffues. Au bout d'un certain temps, elle se mettrait à hurler de douleur, comme Zelda, puis elle mouillerait le lit à son tour, et à la fin, elle s'étoufferait en avalant sa langue. La vengeance de Zelda était sur elle. Personne ne put la détourner de cette idée fixe, ni son père, ni sa mère, ni leur médecin de famille, le docteur Murray, qui, après avoir diagnostiqué un lumbago bénin, lui avait enjoint avec brusquerie, d'aucuns dont Louis eût dit avec sadisme, d'arrêter son cinéma. Le docteur Murray avait rappelé à Rachel que sa sœur venait de mourir et que ses parents étaient accablés de chagrin. Ce n'était pas le moment de leur montrer cette comédie puérile pour essayer de se rendre intéressante. Seule la disparition graduelle de ses douleurs parvint à persuader Rachel qu'elle n'était pas victime d'une vengeance surnaturelle de sa sœur morte ou d'une malédiction divine. Des mois durant, du moins c'est ce qu'elle dit à Louis, en fait elle avait vécu 8 longues années au bord de la psychose, elle fut réveillée nuit après nuit par des cauchemars, au cours desquels elle revivait sans cesse les derniers moments de Zelda. Dans le noir, les mains de Rachel se portaient automatiquement à son dos pour vérifier qu'il était intact et bien souvent, dans les instants de terreur extrême qui suivaient son réveil, elle s'imaginait que la porte du placard de sa chambre allait brusquement s'ouvrir et que Zelda allait en sortir, silhouette difforme et titubante, à la figure grotesquement bleuie, aux yeux révulsés, dardant un bout de langue noircie entre ses lèvres exsangues, ses mains crochues tendues vers la gorge de la petite meurtrière blottie au creux de son lit, les 2 doigts crispés sur ses reins.
Rachel n'avait pas assisté aux obsèques de Zelda, et elle ne s'était pas rendue à aucun enterrement depuis. « Si tu m'avais raconté cette histoire plus tôt, lui dit Louis, ça m'aurait fait comprendre énormément de choses. »« Mais je ne pouvais pas, Lou, expliqua Rachel avec simplicité, et d'une voix à présent très sommeilleuse. Depuis, j'ai toujours éprouvé à ce sujet une sorte de... Je suppose qu'on peut parler de phobie. Oh, ça oui, songea Louis, on peut parler de phobie. Je ne peux pas m'en empêcher, et tout au fond de moi, je sais bien que tu as raison, que la mort est une chose parfaitement naturelle, et même une bonne chose, mais entre ce que je saisis intellectuellement et ce qui me remue en moi... Oui, je comprends, dit Louis. Ce jour-là, quand je me suis mise à t'engueuler, poursuivit-elle, je savais bien qu'Élie ne faisait que pleurer sur cette idée, que c'était même une manière de s'y habituer, mais c'était plus fort que moi. Je te demande pardon, Louis. Oh, je n'ai pas besoin de tes excuses, dit Louis, en lui caressant les cheveux. Mais quoi, bon Dieu, je les accepte quand même, si ça peut te soulager. Oui, ça me soulage, tu sais, dit Rachel en souriant. Je me sens mieux. J'ai l'impression d'avoir recraché quelque chose qui empoisonnait toute une partie de mon être depuis des années. Oh, peut-être que ce n'est pas qu'une impression, dit Louis. Les paupières de Rachel se fermèrent, et elle les rouvrit très lentement. Je t'en prie, Louis, il ne faut pas rejeter la responsabilité de tout ce qui s'est passé sur mon père. Mes parents avaient du mal à s'en sortir. La maladie de Zelda engloutissait des sommes astronomiques. Papa a été forcé de renoncer à ouvrir des succursales en banlieue. Le chiffre d'affaires du magasin de Chicago était tombé en flèche, et pour couronner le tout, ma mère était plus ou moins en train de perdre la raison. Après la mort de Zelda, tout s'est arrangé. On aurait dit qu'elle avait donné le signal d'une nouvelle phase de prospérité. La situation économique, qui était précaire pour tout le monde, s'est brusquement améliorée. Papa a enfin obtenu le prêt bancaire qu'il sollicitait en vain depuis des années, et à partir de là, ses affaires n'ont pas cessé de prendre de l'expansion. Mais ça doit être pour cela qu'ils se sont toujours montrés aussi possessifs envers moi. Pas seulement parce que j'étais la seule enfant qu'il leur restait, mais... parce qu'ils s'en sentaient coupables, dit Louis. Probablement, dit Rachel. Tu ne m'en voudras pas si je suis indisposé le jour des obsèques de Norma, hein, Louis? Non, ma chérie, je ne t'en voudrais pas, répondit Louis en lui prenant la main. Par contre, si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais bien y emmener Ellie. Il sentit la main de Rachel se crisper dans la sienne. Oh, Louise, je ne sais pas, dit-elle. Elle est si jeune. Mais ça fait déjà plus d'1 an qu'elle sait d'où viennent les bébés, lui rappela-t-il une fois de plus. Rachel resta silencieuse un long moment. Elle se mordillait les lèvres, les yeux tournés vers le plafond. Bon, dit-elle à la fin, si tu crois vraiment que c'est nécessaire, si tu en es sûr que ça ne va pas là, que ça ne lui fera pas de mal. Viens là, Rachel, dit Louis. Cette nuit-là, ils dormirent étroitement imbriqués, le dos de Rachel serré contre l'estomac de Louis, et aux alentours de minuit, lorsque l'effet du Valium se fut dissipé et que Rachel se réveilla tremblante dans ses bras, Louis la calma en la caressant doucement et en lui murmurant à l'oreille des paroles rassurantes, et elle se rendormit. Car les jours de l'homme et de la femme sont comme l'herbe, ils fleurissent comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Prions à présent, mes frères. Élie, superbe dans la robe bleu marine qu'on lui avait achetée spécialement pour l'occasion, baissa la tête avec tant de brusquerie que Louis, assis à côté d'elle sur le banc, entendit distinctement ses vertèbres craquer. La fillette n'avait guère l'habitude des lieux de culte, et bien entendu c'était la première fois de sa vie qu'elle assistait à des obsèques. Les deux choses avaient concouru à la plonger dans un mutisme révérencieux qui était bien inaccoutumé chez elle. Louis était en train de vivre avec sa fille des instants privilégiés. En temps ordinaire, il était tellement obnubilé par l'amour qu'il lui portait qu'il n'avait guère le loisir de l'observer d'un œil objectif, et il en allait de même avec Gage. Mais ce jour-là, il se trouvait en face d'une enfant qui approchait de la conclusion de son premier grand stade de développement, et dont toutes les réactions étaient une illustration quasiment parfaite de la description théorique qu'en donnent les manuels de psychologie infantile. Un organisme dont la curiosité semblait être devenue l'unique moteur, avec pour seule fonction d'emmagasiner un maximum d'informations. Même quand Judd, qui était d'une élégance insolite dans son costume noir et ses souliers lacés, c'était la première fois que Louis le voyait chaussé d'autre chose que de bottes de caoutchouc vert ou de mocassins en gros cuir. Quand il s'était penché pour l'embrasser en lui disant « Je suis ravi que tu sois là, mon petit chou, et je suis sûr que Norma l'est encore plus », Ellie était restée muette. Elle s'était contentée de le regarder avec de grands yeux. À présent, le pasteur méthodiste, le révérend Loglin, en était arrivé à la bénédiction.
Après avoir prié Dieu de faire lever sur eux la lumière de sa face et de leur accorder la paix, il demanda aux personnes qui devaient tenir les cordons du poêle de bien vouloir s'avancer. Louise fit mine de se lever, mais Élie le retint en le tirant nerveusement par la manche. Elle avait l'air affolée. « Papa, où tu vas ?» Louise se laissa retomber sur le banc et lui entoura les épaules d'un bras. « Je suis un des porteurs du poêle, chaton, lui expliqua-t-il. Ça veut dire que je vais aider à porter le cercueil de Norma dehors. Nous allons faire cela à 4. 2 des neveux de Judd, le frère cadet de Norma et moi. Mais où est-ce que je te retrouverai ?» Louise jeta un coup d'œil en direction de la table de communion. Judd et les 3 autres porteurs de poêle étaient rassemblés autour du cercueil. Les autres fidèles se dirigeaient vers la sortie, certains pleuraient. « Tu n'auras qu'à m'attendre sur les marches du parvis, dit-il. Je reviendrai te chercher, d'accord ?»« D'accord, dit-elle, mais ne m'oublie pas, hein ?»« Mais non, je ne t'oublierai pas. » Louise se dressa à nouveau, et de rechef, Élie le tira par la manche. « Papa, oui, qu'est-ce qu'il y a, ma puce ? Ne la laisse pas tomber, lui souffla-t-elle. Louise se joignit aux autres porteurs, et Judd lui présenta ses neveux, qui n'étaient en fait que des cousins issus de Germain ou d'arrière-petits-cousins descendants du frère de son père. C'étaient 2 grands garçons à la carrure épaisse, qui paraissaient âgés de 20 à 25 ans, et dont la ressemblance faciale était nettement accusée. Le frère de Norma avait une 60aine d'années. Il avait l'air un peu défait, ce qui est bien normal lorsqu'on vient de perdre un proche, mais il faisait bonne contenance. « Ravi de vous connaître, leur dit Louis. » Il éprouvait un soupçon de gêne. Après tout, il n'était qu'un intrus qui s'était introduit dans le cercle familial par une porte dérobée. Les 3 hommes lui répondirent par des hochements de tête. « Élie va bien ?» interrogea Judd en esquissant un mouvement du menton en direction de la fillette, qui s'était arrêtée dans le vestibule et les observait. « Oh oui, elle veut juste s'assurer que je ne vais pas m'évanouir en fumée, songea Louis, et il esquissa un sourire. Mais cette idée fit aussitôt surgir dans sa tête l'image du magicien d'Oz, le gouan, le terrible Oz, et son sourire mourut sur ses lèvres. « Oui, je crois, répondit-il, en adressant un petit signe de la main à sa fille. Elle leva la sienne en retour, pivota sur elle-même et disparut dans un tourbillon de jupe bleu marine. L'espace d'un instant, Louise fut frappée par l'air de maturité qui émanait d'elle. Ce n'était qu'une impression fugace, bien sûr, mais c'est le genre d'illusion qui est de nature à susciter des songeries sans fin. « On y va ?» suggéra un des neveux. Louis hocha la tête en signe d'approbation, et le frère de Norma l'imita. « Maniez-la avec précaution, dit Judd d'une voix soudain âpre, après quoi il tourna les talons et remonta lentement l'allée centrale, la tête basse. Louis se plaça sur le côté gauche, à l'arrière du cercueil. Judd avait jeté son dévolu sur un cercueil en acier gris de la marque American Eternal, et il empoigna sa barre. Les 4 hommes soulevèrent le cercueil de Norma et ils le portèrent à pas lents vers la porte ouverte à 2 battants sur la clarté frileuse d'un 1er février immobile et glacial. Quelqu'un, sans doute le sacristain, avait répandu des cendres sur la neige piétinée qui eût été sinon dangereusement glissante. Un fourgon mortuaire Cadillac était garé le long du trottoir et son tuyau d'échappement lâchait dans l'air glacial un léger panache de fumée blanche. Le directeur de l'entreprise de pompes funèbres et son fils, un grand costaud, étaient debout à côté du corbillard, surveillant avec attention les mouvements des porteurs, prêts à venir à la rescousse si l'un d'eux, le frère de Norma par exemple, flanchait ou dérapait. Judd vint se placer à leur côté et il les regarda faire glisser le cercueil à l'intérieur du fourgon. « Adieu, Norma, fit-il en allumant une cigarette. « Nous nous reverrons bientôt, ma bonne. » Louis passa un bras autour des épaules de Judd, et le frère de Norma vint se coller tout contre lui de l'autre côté, repoussant à l'arrière-plan l'ordonnateur et son fils. Les 2 robustes neveux, ou cousins issus de Germain, s'étaient éclipsés, jugeant sans doute que lever et porter le cercueil avait été une corvée bien suffisante comme cela. Ces garçons avaient dû perdre graduellement contact avec cette branche de leur famille. Ils n'avaient probablement connu Norma que sur des photos, ou peut-être l'avaient-ils vue 2 ou 3 fois lors de visites de politesse. D'interminables après-midi, au cours desquels ils dégustaient les biscuits de Norma, sirotaient la bière de Judd et écoutaient d'une oreille distraite des récits des temps anciens, peuplés de personnages inconnus d'eux, en songeant à tout ce qu'ils auraient pu faire si l'obligation familiale ne les eût contraints à gâcher ainsi de précieuses heures de loisirs. Laver et polir une voiture, s'entraîner au bowling en prévision d'un tournoi proche, ou tout simplement glander devant la télé en regardant un match de boxe avec des copains, avant de s'échapper enfin, leur corvée accomplie. Cette partie de leur famille, dont Judd était peut-être l'ultime survivant, appartenait, en ce qui les concernait, à un passé révolu. Elle avait les dehors d'un astéroïde rongé par l'érosion qui s'éloigne de la planète principale et disparaît à vue d'œil,
au point d'être à peine plus visible qu'un grain de poussière. Le passé. De vieilles photos dans un album, d'anciennes histoires qu'on avait remuées devant eux dans des pièces sans doute trop chauffées à leur goût, car ils n'étaient pas arthrétiques, eux, leur sang était encore riche. Le passé, c'était 2 barres qu'on empoignait, qu'on soulevait, puis qu'on lâchait. Après tout, si le corps humain n'est que le réceptacle de l'âme, missive de Dieu à l'univers, ainsi que l'enseignaient la plupart des religions, le cercueil American Eternal n'était donc que le réceptacle d'un réceptacle, et pour ces jeunes cousins vigoureux, le passé équivalait à une lettre dont le destinataire n'existait pas, qui ne comportait pas d'adresse d'expéditeur, et qu'il ne restait donc plus qu'à classer sans suite. Vive le passé, se dit Louis, et il frissonna à l'idée qu'un jour il paraîtrait lui-même aussi étrange et lointain à ses propres descendants, à ses petits-enfants peut-être, si Ellie et Gage avaient une progéniture, et s'ils vivaient assez longtemps pour la voir grandir et prospérer. Les lignes de force se déplaçaient, les souches familiales se dégradaient, il n'en subsistait plus que des visages juvéniles sur de vieilles photos jaunies. Vive le passé, se dit-il encore une fois en resserrant l'étreinte de son bras autour des épaules du vieil homme. Les croque-morts disposèrent les fleurs et les couronnes à l'arrière du fourgon mortuaire, puis la vitre se souleva électriquement et s'encastra dans sa rainure avec un choc léger. Louis alla retrouver sa fille et ils marchèrent ensemble jusqu'à la voiture. Louis tenait Ellie par un bras afin qu'elle ne glisse pas sur la neige dans ses escarpins vernis qui avaient des semelles de cuir, et autour d'eux des moteurs démarraient en crachotant. « Pourquoi est-ce qu'ils allument tous leurs phares, papa » demanda Ellie avec effarement. « Pourquoi est-ce qu'ils allument leurs phares en plein jour ?»« On fait ça pour honorer les morts, Ellie, » dit Louis d'une voix légèrement étranglée, tout en actionnant la commande qui allumait les phares de la grosse familiale. « Allez, monte » ajouta-t-il. Ils avaient enfin pris la route de chez eux après la cérémonie du cimetière, qui avait eu lieu en fait dans la petite chapelle de Mount Hope, car la fosse de Norma ne serait creusée qu'au printemps, lorsque soudain Ellie éclata en sanglots. Louis lui jeta un coup d'œil étonné, mais pas vraiment inquiet. « Qu'est-ce qu'il y a, Ellie » interrogea-t-il. « On n'aura plus de biscuits, octa la fillette. Elle faisait les meilleurs biscuits aux flocons d'avoine que j'ai jamais mangés, mais à présent elle n'en fera plus parce qu'elle est morte. Pourquoi faut-il que les gens meurent, papa ?» « À vrai dire, je n'en sais rien, » répondit Louis. « Peut-être parce que c'est pour faire de la place aux nouveaux arrivés, à de nouvelles personnes, comme toi ou Gage. »« Jamais je ne me marierai, » s'écria Ellie en pleurant de plus belle. « Comme ça, je n'aurai pas de rapport sexuel, ni d'enfant, et ce n'aura pas besoin de m'arriver. C'est horrible et c'est dégoûtant. »« Mais c'est aussi la fin de la souffrance, » dit Louis d'une voix très calme. « En tant que médecin, je vois beaucoup de gens qui souffrent, et c'est en partie à cause de ça que je tenais tant à obtenir ce poste à l'université. J'en avais ras-le-bol de supporter le spectacle de toutes ces douleurs étalées devant moi jour après jour. Les jeunes gens ont parfois mal, très mal même, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que ces souffrances prolongées. » Il marqua un temps avant de poursuivre. « Crois-moi, ma chérie, quand on est très vieux, la mort n'a pas toujours l'air aussi mauvaise et effrayante qu'elle ne te le paraît à toi. Et tu as encore de très, très longues années devant toi. » Elle pleura encore un moment, puis ses sanglots se muèrent en reniflements, et à la fin ils cessèrent. Elle demanda à Louis si elle pouvait mettre la radio, et il lui dit qu'il n'y voyait pas d'inconvénient. Elle capta un poste de rock local, sur lequel Shakin' Stevens était en train d'interpréter « This Old House », et elle se mit à chanter en chœur. Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, elle se précipita sur sa mère et lui raconta d'une voix volubile et excitée tout ce qui s'était passé aux obsèques. Rachel fit bravement front à la tempête, et elle écouta son récit calmement, avec une patience angélique. Mais Louis lui trouva tout de même un air un peu pâle et soucieux. Puis Ellie lui demanda si elle savait faire les biscuits aux flocons d'avoine, et instantanément, comme si elle s'était préparée à cette question ou à une autre du même tonneau, Rachel reposa son tricot et se leva en disant « Oui, bien sûr. Tu veux qu'on en prépare une fournée tout de suite ?»« Oh oui, youpi !» s'écria Ellie. « Et c'est vrai, maman, on peut ?»« À condition que ton père veuille bien surveiller Gage pendant 1 heure, » dit-elle. « Oh, mais ce sera de bon cœur, » dit Louis. Louis passa la soirée à lire et à annoter un long article du Duquesne Medical Digest, dont l'auteur s'efforçait de relancer la vieille controverse sur la dissolution des sutures. Dans le petit monde de la poignée d'êtres humains pour qui le rapetassage des plaies présente un intérêt vital, ce très ancien débat suscite des empoignades périodiques assez semblables à celles qui divisent les psychologues autour de l'inné et de l'acquis. Il comptait rédiger le soir même une lettre bien sanglante dans laquelle il prouverait que les arguments de l'auteur de l'article étaient spécieux, que les cas qu'il présentait à l'appui de sa thèse avaient été arbitrairement montés en épingle et que son travail de recherche manifestait un laisser-aller presque criminel.
Bref, il se réjouissait d'avance à l'idée qu'il allait river son clou à ce connard et compromettre définitivement sa réputation scientifique. Il était occupé à explorer les rayonnages de son bureau pour tâcher de mettre la main sur son exemplaire du manuel de pathologie clinique de Troutman lorsque Rachel parut dans l'escalier. Elle s'arrêta à mi-chemin, une main sur la rampe, et interrogea « Tu ne montes pas te coucher, Lou ?»« Oh, pas avant un petit moment, répondit-il en posant les yeux sur elle. Pourquoi, il y a quelque chose qui cloche ? Bah, les petits dorment sur leurs deux oreilles, tous les deux. Louis l'examina plus attentivement. Ils dorment, d'accord, mais toi ? Moi, ça va, je lisais. Mais tout va bien, tu en es sûr ? Bah oui, dit-elle en souriant. Et je t'aime, Louis. Moi aussi, je t'aime, chérie. Les yeux de Louis se posèrent à nouveau sur la bibliothèque, et ils tombèrent aussitôt sur le Troutman qui se trouvait à sa place habituelle. Louis tendit la main vers le gros livre, mais au moment où il allait s'en saisir, Rachel reprit. Church a rapporté un rat pendant que vous étiez partis, Ellie et toi. Une vraie dégoûtation, ajouta-t-elle en esquissant un pâle sourire. Oh mon Dieu, Rachel, je suis navré, s'écria Louis en espérant que la culpabilité qu'il éprouvait ne perçait pas dans sa voix. Ce n'a pas été trop dur. Rachel s'assit sur l'escalier. Avec sa chemise de nuit en pilou rose, son visage vierge de tout maquillage, son front lisse et luisant, et ses cheveux retenus en queue de cheval par un simple élastique, elle avait l'air d'une petite fille. J'ai tout nettoyé, dit-elle. Mais tu sais, j'ai été obligé de flanquer cet idiot de chat dehors en le frappant avec une rallonge d'aspirateur. Il montait la garde devant le cadavre. Et quand j'ai fait mine de m'en approcher, il s'est mis à gronder. Un grondement de bête fauve. Jamais Church ne s'était comporté comme cela avec moi. Il est un peu bizarre ces temps-ci. Est-ce qu'il se pourrait qu'il couve un virus ou un truc de ce genre ? Ça m'étonnerait, dit Louise d'une voix lente. Mais si tu veux, je l'emmènerai chez le veto. Oh non, c'est pas la peine, dit Rachel. Mais ça ne t'ennuierait pas de venir me rejoindre là-haut, ajouta-t-elle en lui jetant un pauvre regard. Je sais bien que tu travailles, mais. Non, bien sûr, ça ne m'ennuie pas, dit Louis, en se levant aussitôt, comme si le dit travail n'avait aucune espèce d'importance. À vrai dire, il n'était pas si important que ça, mais à présent cette lettre ne serait jamais écrite, parce que d'ici le lendemain, il aurait encore coulé de l'eau sous les ponts, et quelque chose d'autre surgirait. Mais ce rat, il l'avait mérité, n'est-ce pas ? Ce rat que Church avait ramené, déchiqueté sans doute, les boyaux à l'air, décapité peut-être. Oui, ce rat, il l'avait voulu, et il l'avait eu. C'était son rat. Allons nous coucher, dit-il, en éteignant la lumière. Ils montèrent l'escalier bras dessus, bras dessous. Une fois dans le lit, Louis entoura Rachel de ses bras et lui fit l'amour du mieux qu'il put. Mais tandis que son sexe érigé et durci la pénétrait, il tendait l'oreille à la bise qui ululait sourdement de l'autre côté des fenêtres voilées de givre, et il songeait à Church, le chat qui jadis avait été celui de sa fille, et qui était à lui désormais, en se demandant où il se trouvait en ce moment précis, quelle proie il était en train de traquer. Un cœur d'homme a un sol plus rocailleux, se dit-il. Le vent chantait sa complainte amère et noire, et à quelques lieues de là, Norma Crandall, qui jadis avait tricoté des bonnets de laine jumeaux pour Ellie et pour Cage, reposait dans son cercueil d'acier gris posé sur une grande dalle de pierre de la crypte du cimetière de Mount Hope. Les boules d'ouate blanches dont l'embaumeur avait dû lui farcir les joues avaient sans doute déjà viré au noir.